La mort de Samuel Paty vont se heurter nécessairement dans leur mise en pratique au cadre légal de l'état de droit. Excusez-moi, est-ce que ce cadre est une protection ou un obstacle? Alors, je tiens à dire d'abord, parce que je fais référence, il faut lire impérativement les 2 pages dans le Figaro, une interview de mon ami Guillaume Perrault, de M. Jean-Éric Schottel, qui est un des plus grands juristes français, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, vous voyez, c'est pas n'importe qui, et qui explique justement toutes les contraintes juridiques à la mise en œuvre de politiques. Et moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'ai écrit en 1998, donc vous voyez, ça remonte à loin, un livre qui s'appelait Le coup d'état des juges, dans lequel justement je dénonçais cette conception de l'état de droit, comment elle allait priver le politique de tout pouvoir. Et là, nous y sommes en plein. Alors donc, c'est très simple. Vous avez 2 grands axes politiques. Le premier axe politique, c'est lutter contre les terroristes, pouvoir les expulser, pouvoir les surveiller, pouvoir les enfermer, pouvoir les arrêter. Ça, c'est rendu quasiment impossible par la jurisprudence de la Cour de justice européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, nous a empêché d'expulser un des plus grands terroristes, celui dont Régis parlait hier, Bégal, parce que, évidemment, ce pauvre garçon risquait de souffrir 1000 morts dans les prisons algériennes. Voilà, ça c'est la jurisprudence européenne. Et puis on a, vous savez, j'ai moi-même dit ici que si on n'arrêtait pas l'immigration, tout ça ne servait à rien. Vous vous souvenez de notre discussion. Et là, l'immigration, c'est simple, il y a l'immigration légale, je rappelle, 265 000 entrées légales par an, avec uniquement du regroupement familial au sens large, c'est-à-dire regroupement familial, c'est à la fois les enfants, etc., ça c'est à peu près 13 000 personnes, mais c'est aussi tous les jeunes de l'immigration qui vont chercher une jeune femme dans leur ancien pays, et ça représente à peu près 80 à 90 000 personnes par an. Et le rapport? Le rapport, c'est que si on veut interdire ça, au nom de la lutte contre l'immigration et le droit pour un État, pour un pays de choisir son immigration, on est immédiatement censuré par le Conseil constitutionnel, par le Conseil d'État, par la Cour européenne des droits de l'homme, au nom du droit à la vie familiale normale. Ce que je veux dire, vous comprenez, c'est que si on veut à la fois lutter contre le terrorisme, on ne peut pas prendre de mesures sérieuses à cause de la jurisprudence européenne et de la jurisprudence des grandes cours françaises, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Cour de cassation. Et si on veut arrêter l'immigration sérieusement, on ne peut pas non plus à cause de la jurisprudence et de ce qu'on appelle l'état de droit. Donc en vérité, il faut choisir où on prend vraiment des mesures sérieuses et on tord le cou à cet état de droit, on va en parler comment, etc. On change cet état de droit, on le change, ou alors on renonce à prendre des mesures sérieuses de lutte et contre le terrorisme et contre l'immigration. Il n'y a pas de lien direct, on le rappelle, entre terrorisme et immigration. Pas de lien direct. On a eu cette discussion lundi, oui. Je vous ai dit il n'y a pas de lien direct, mais il y a ce que j'appelle les poupées russes. Immigration, islam, islamisme, terrorisme. Et je vous ai fait cette remarque aussi. Donc, mais bien sûr. Pas de lien direct. Mais je maintiens mes poupées russes. C'est pas un lien direct, c'est des poupées russes. Changer de cadre légal construit démocratiquement, n'est-ce pas prendre le risque de concentrer trop de pouvoir dans les seules mains du gouvernement? Alors, c'est l'origine de l'état de droit. C'est-à-dire Montesquieu, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est il faut diviser le pouvoir, parce que si on concentre tous les pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire dans les mêmes mains, le pouvoir absolu corrompt, il corrompt absolument, la vieille phrase de l'anglais Lord Acton, je crois. Et donc Montesquieu explique qu'il faut diviser les pouvoirs, le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Tout ça est archi connu. Donc le judiciaire, quand il est un contre-pouvoir, il corrige, il arrête le pouvoir excessif de l'exécutif et du législatif. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes à front renversé. C'est-à-dire que le vrai pouvoir, c'est le judiciaire. Et accessoirement le médiatique, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Quand vous avez, si vous voulez, vous avez une phrase de Jean Bodin, vous savez, le maître, celui qui a inventé la notion de souveraineté au XVIe siècle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la souveraineté, c'est la puissance de donner ou de casser la loi. Donner la loi, c'est la Commission européenne de Bruxelles qui nous la donne. Casser la loi, ce sont les juges qui peuvent casser les lois.
Donc on voit bien que c'est eux qui sont souverains, c'est eux les maîtres. Et ça, c'est antidémocratique. Et en plus, ça nous empêche de gouverner. Ça nous empêche de régler les problèmes que nous rencontrons. Et en plus, ça veut dire que le peuple n'a plus de pouvoir. Quand le contre-pouvoir judiciaire est tellement fort qu'il arrive à complètement corseter le pouvoir exécutif et législatif, ça veut dire que c'est le peuple qui n'a plus de pouvoir, car le peuple vote pour l'exécutif, vote pour le législatif. Il ne vote pas pour le judiciaire. Et donc son vote devient inutile, puisque le vrai pouvoir n'est pas là où le peuple vote. Le peuple vote pour des gens qui n'ont plus le pouvoir, il ne vote pas pour les gens qui ont le vrai pouvoir et qu'on appelle l'état de droit. Donc ça, c'est ça qu'il faut impérativement changer. La justice, la loi, prise au nom du peuple, pour vous, c'est complètement... Justement, elle est prise au nom... ils sont censés rendre... Attention, au nom du peuple français, les décisions de justice. Sauf que je vous rappelle que pourquoi on met cette phrase, c'est parce que le juge est censé, depuis la Révolution française, être, selon une formule de Robespierre, qu'il a lui-même d'ailleurs reprise à Montesquieu, ce qu'on oublie toujours de dire, que c'est le juge et la bouche de la loi. Et que Robespierre ajoute « Je veux détruire de la langue française ce mot horrible de jurisprudence ». On oublie toujours de dire ça. Si on dit que c'est au nom du peuple français, c'est parce que les juges ne doivent pas interpréter la loi, doivent être la bouche de la loi, c'est-à-dire appliquer strictement la loi, et non pas faire leur propre loi en fonction de principes qu'ils vont chercher dans les déclarations des droits de l'homme, etc. Jamais la Révolution française n'a pensé que sa déclaration des droits de l'homme allait devenir un texte juridique. C'est un texte déclamatoire, c'est un texte philosophique. La meilleure preuve, c'est que vous connaissez l'anecdote. On a fait, je crois, 26 articles, et puis à la fin, on a dit, bon, on s'arrête, on reprendra plus tard. On n'a jamais repris. Mais Mirabeau et les révolutionnaires français auraient rigolé si on leur avait dit, mais vous savez qu'il y a un juge qui va venir et qui va dire, dans tel article, ça interdit telle chose, etc. Vous voyez, c'est inimaginable pour eux. Alors, je vais vous laisser réagir. Je vois que vous avez envie de réagir. J'ai une dernière question pour vous, Éric Zemmour. Sur quel pays faudrait-il, selon vous, prendre exemple pour posséder une pleine souveraineté légale? Les pays nordiques de l'Est, les pays anglo-saxons? Alors, moi, je pense qu'il faut faire deux choses. La première, c'est qu'il faut, pour la Cour européenne des droits de l'homme et pour la Cour de justice, il faut agir comme s'ils n'existaient pas. C'est simple. On n'a pas à tenir compte de ces gens. De toute façon... C'est pas possible. Mais oui, mais c'est très possible, bien sûr. Mais vous savez, la France, si la France décide quelque chose et qu'on est condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, et alors? On s'en moque. La vérité, c'est qu'on s'en moque. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous envoyer les chars? Enfin, il faut être sérieux. Si je ne me trompe pas, c'est pas exécutif. Bruxelles, combien de divisions? Non mais c'est bien sûr que c'est... Et en plus, pas exécutif, si vous voulez... C'est pas de la désobéissance civile, ça? Non, c'est de la désobéissance, c'est la souveraineté nationale, ma chère Christine. Oui, c'est-à-dire que... On a abdiqué d'une certaine Mais façon. justement, nous avons une classe politique qui, depuis 40 ans, a abdiqué son pouvoir et fait semblant de dire « Ah mais moi je peux pas, le juge ne veut pas, le Conseil constitutionnel ne veut pas, la Cour européenne des droits de l'homme ne veut pas, la Cour de justice... » Mais on vote pour eux pour qu'ils décident et non pas pour qu'ils disent « Le juge ne veut pas ». Moi, je vais vous dire la vérité, je pense que... je vous parle des juges européens. Oui. Les juges européens, j'estime que, vous savez, le politique doit pouvoir trancher. Carl Schmitt dit que le souverain, c'est celui qui décide dans les temps de crise. Eh bien, nous sommes dans un temps de crise. Carl Schmitt, c'est l'État-nation. Donc là, on est dans une structure complètement différente. Mais oui, justement. Et alors, j'ai pas fini. J'ai pas fini, Régis. Outre ce que dit Pour moi, on passe outre. On s'en moque. De toute façon, je vais vous dire, si vraiment la Cour européenne des droits de l'homme vient nous chercher noise, eh ben, on s'en va. Et si on s'en va de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui sera plus embêtée que la France, pays des droits de l'homme, quitte cette juridiction qui n'a aucune... je suis désolé, l'important, c'est la sauvegarde de l'intérêt national français. Et c'est le peuple français, et c'est son désir de vivre en paix et de garder sa culture et son identité. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a aucune manière, en restant légal, d'appliquer ce que vous dites. Il n'y a aucune manière. Il faut sortir de la légalité européenne. Non. Attendez, il n'y a aucune manière. C'est ce que dit Schuttle. Hein. Lisez-le, vous verrez. Il n'y a aucune manière de prendre des mesures sérieuses pour lutter contre le terrorisme et pour lutter contre l'immigration si on respecte et on se soumet à la jurisprudence européenne et aux commissions et aux droits européens. J'ai pas fini, Marc, pardonnez-moi. Pour le Conseil constitutionnel, pour le Conseil d'État,
nos juridictions à nous, je propose un référendum. Parce que le peuple, par la voie du référendum, n'a pas à se soumettre au juge. Et le juge doit se soumettre au peuple. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a décidé dans une vieille décision de 1962, et le Conseil d'État n'a pas à discuter des décisions prises par référendum. Donc je considère que là, il faudrait un référendum sur l'immigration, avec des mesures diverses que j'ai déjà développées, vous vous souvenez. Oh oui. Bon. Vous voulez tout renverser, quoi. Comment ? Vous voulez tout renverser. Oui, parce que, si vous voulez, je veux redonner le pouvoir au peuple. Parce que là, le peuple a été défait de son pouvoir. Il ne peut plus influer. C'est moi le démocrate. Vous savez, le général de Gaulle disait d'abord la France, ensuite l'État et enfin le droit. On a fait exactement l'inverse. On a mis le droit au-dessus de l'État et de la France. Et quand Régis me dit la légalité européenne, en fait, l'important, c'est la légitimité. Vous savez, je vais avoir une comparaison que vous allez trouver audacieuse. Il reste 3 minutes. 2 minutes 30. Quand et Marc maintenant veut réagir. Le conflit entre Pétain et De Gaulle, entre Vichy et Londres. Oui, l'égalité, légitimité. Exactement. L'égalité, légitimité. Totalement. Celui qui respecte l'état de droit, c'est Pétain, puisqu'il a été légalement désigné par le Parlement français. Celui qui dit dans son bureau, tout seul, dans un coin, « la France, c'est moi », ce qui est un acte fou, c'est De Gaulle, parce qu'il estime que sa légitimité, c'est de continuer le combat. Vous voyez ? Donc là, moi, je pense que vraiment, il faut prendre des mesures, et c'est ce qu'il dit. Il faut... carrément, lui, il explique qu'il faudrait une charte constitutionnelle, enfin, vous voyez, modifier la Constitution pour empêcher le juge de décider à la place du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif sur des sujets comme l'immigration, comme le terrorisme, etc. Donc il va loin, lui aussi. Dans la Cour européenne des droits de l'homme, ce n'est qu'un avis consultatif. Dans l'affaire Babylou, par exemple, elle a condamné la France, on doit réintégrer la femme, etc. Et, eh bien, on dort là-dessus, on s'en occupe pas, il ne se passe rien, et bravo. En revanche, vous avez raison, c'est le problème du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. Aujourd'hui, il constitue une véritable dictature, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un État de droit en tant que tel. On n'est plus dans une démocratie. Voilà, mais tout à fait. Au nom de l'État de droit, on a le gouvernement des juges. Voilà, exactement. Beaucoup ne pensent pas comme vous. Hein, mais bon. Mais je sais que beaucoup ne pensent pas comme vous, mais je sais bien. Non, mais c'est pas ça. Mais je vais vous dire, Christine, non, mais c'est très Oui. Elle a tout à fait raison. Non, mais beaucoup ne c'est pensent pas surprenant. comme moi. J'ai déjà eu beaucoup de débats là-dessus. En fait, qu'est-ce que disent mes contradicteurs ? Ils disent l'état de droit, c'est la nouvelle version de la démocratie. Le peuple peut se tromper, le peuple peut donner Hitler, le peuple peut donner ceci, le peuple peut donner cela, et donc les juges empêchent cela. D'abord, c'est faux, puisqu'avec une vraie dictature, on n'aurait plus de juges, mais surtout, c'est antidémocratique. Je répète, si on estime que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, eh bien, là, le juge ne doit pas être le pouvoir. Je ne dis pas qu'il doit être éradiqué, je ne dis pas qu'on ne doit plus avoir d'état de droit. Je dis que... C'est important qu'on garde quand même un état de droit. Bien sûr qu'il doit y avoir un contrôle de la loi par le juge, etc. Je suis tout à fait d'accord. Mais je dis que... n'est plus l'ami de la raison. Je dis que non, je dis que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et que, vous m'avez demandé des exemples tout à l'heure, c'est pour ça que je répondais, quand Orban, il est dans l'Europe, il n'est pas sorti de l'Europe, quand Orban met des douaniers à ses frontières, fait un mur et empêche l'immigration, est-ce que la Cour européenne peut faire quelque chose contre lui? Non. Quand Orban décide de faire ses lois, de fermer certaines universités, etc., il a le droit. Il est souverain. Je pense que c'est un très bon exemple. La Pologne et la Hongrie. Mais la Pologne et la Hongrie sont des très bons exemples. Ce sont des pays qui tentent de sauvegarder leur souveraineté sans sortir de l'Europe. Le problème de la France, Marc a raison, c'est que nous sommes le pays qui ne met jamais en appel les décisions de la Cour européenne de justice. On s'écrase. Et c'est le pays, la France, qui ne met jamais des réserves sur les conventions internationales. On peut dire, par exemple, tel article, non, moi, il ne s'applique pas à moi, il ne s'applique pas à moi. Vous voyez ? Et dernière chose. On n'en est pas encore là, en tout cas. Ah, mais je suis bien d'accord. Dernière chose. L'Europe à la carte. Dernier mot, on a fini. Parce qu'on a une classe politique, je vous répète, qui est lâche et qui profite de dire, qui se cache derrière le juge pour ne pas assumer ses responsabilités historiques. On va regarder la classe politique américaine ce soir.